7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Le Parlement britannique a adopté dans la nuit du 22 au 23 avril un projet de loi très controversé, le Safety of Rwanda Bill. L'objectif, permettre au Royaume-Uni d'expulser vers le Rwanda tout demandeur d'asile arrivé illégalement sur le sol anglais. À l'heure où les flux migratoires sont de moins en moins absorbés par les pays européens, cette mesure vise à décourager les immigrés clandestins en leur opposant une frontière de plus. Par ailleurs, le droit européen étant particulièrement accueillant en ce qui concerne l'asile, cette mesure d'externalisation permettrait de contourner un cadre juridique dont souffrent aujourd'hui la plupart des pays membres. Cette démarche comporte néanmoins des risques, notamment celui d'une vague de déresponsabilisation de la part des pays occidentaux vis-à-vis de leur politique migratoire. Avec nous pour décortiquer ce sujet épineux, Bastien Rondeau-Frimat, collaborateur parlementaire de l'eurodéputé ECR Nicolas Bay, bonjour. Bonjour. Et Vincent Berger, avocat spécialiste en droit européen et international, expert de la Convention européenne des droits de l'homme, où il a travaillé pendant des années comme unique jurisconsulte. Bonjour. Bonjour. Alors le 17 novembre dernier, un article paraissait dans Euronews à propos de cette externalisation. Je vous le cite. Au Royaume-Uni, la Cour suprême a jugé illégal le partenariat prévu avec le Rwanda. Si le Royaume-Uni, qui n'est plus dans l'UE, n'y arrive pas, ça m'étonnerait que l'Italie y parvienne, commentait Tania Rachaud. Alors cet article semble avoir un petit peu mal vieilli, autant que le scepticisme de son auteur. Aujourd'hui, où en sommes-nous dans ces démarches, Vincent Berger ? Alors moi, je vais vous parler avec beaucoup de réserve, non pas parce que le sujet ne m'intéresse pas, au contraire, mais parce que je n'ai pas lu le traité conclu entre le Royaume-Uni et le Rwanda. Le nouveau traité, parce qu'il y a eu une première convention qui a été signée il y a quelques mois. Et je n'ai pas non plus lu le texte final adopté par la Chambre des communes, puisque la Chambre des communes a surmonté l'opposition de la Chambre des Lords, comme la Constitution, entre guillemets, britannique le permet. Et donc, malgré ces réserves, je crois que de toute façon, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Je sais que beaucoup d'ONG, même les Nations Unies, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, s'insurgent contre ce projet. Mais à mon avis, c'est un projet parfaitement justifié. Pourquoi ? Parce qu'il s'entoure de garanties, d'après ce que j'ai lu dans la presse, il s'entoure de garanties en ce qui concerne les conditions d'accueil au Rwanda, les conditions d'examen de leur demande d'asile au Royaume-Uni et la possibilité aussi pour ces personnes qui se trouveront au Rwanda à contester la décision de rejet de leur demande d'asile. Donc tout cela fait que ça ne me choque pas du tout, au contraire, je crois que c'est quelque chose de sain. Il faut toujours rappeler aussi que la Convention européenne des droits de l'homme, telle qu'elle est interprétée par la CEDH, donne une très grande liberté aux États. On l'oublie souvent dans les débats, notamment en France, mais dans d'autres pays, en présentant la CEDH et la Convention des droits de l'homme comme un terrible carcan qui empêcherait les États. C'est tout à fait inexact. La meilleure preuve en est, c'est que depuis 2000, avec un arrêt de grande chambre de la CEDH, la Cour a dit que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est un article capital puisqu'il garantit le droit au respect, le droit à un procès équitable, eh bien, ne s'appliquait pas pour toutes les questions concernant l'accès, le séjour et l'expulsion des étrangers du territoire d'un des États partis à la Convention. Donc c'est quelque chose qui... Alors bien sûr, le nouveau système britannique, une fois s'il entre en vigueur, enfin s'il se met à fonctionner, il fera l'objet de contestations. Mais moi je me souviens que les objections qu'avait exprimées la Cour suprême britannique après le premier projet d'accord conclu entre le Royaume-Uni et le Rwanda, eh bien le gouvernement britannique a tenté d'en tenir compte. On verra ensuite si la Cour suprême britannique est satisfaite et ensuite éventuellement peut-être la CEDH. Bastien Rondeau-Frimat, alors on aimerait bien aussi votre réaction à ce traité qui pourrait passer au Royaume-Uni. Qu'en pensez-vous ? Tout d'abord, je suis d'accord avec l'analyse de Maître Berger. Il me semble effectivement qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter et qu'il est tout à fait normal que le Royaume-Uni veuille reprendre le contrôle migratoire et se dote des moyens
pour le faire. Des moyens d'ailleurs qui ont déjà été utilisés par le passé. Vous citiez l'Italie qui a conclu un accord similaire avec l'Albanie, mais il faut se souvenir que c'était aussi la méthode qu'avait utilisée l'Australie dans sa stratégie migratoire du No Way. L'Australie, de mémoire, entre 2021 et 2012, avait signé un accord avec un pays de la région pour y externaliser ses demandes d'asile, pour y envoyer ses demandeurs d'asile, et a fait chuter le taux d'arrivée des migrants qui en fait espéraient évidemment pouvoir poser le pied en Australie pour y formuler leur demande d'asile et ne pas en être expulsés. Dans la stratégie du gouvernement australien, ça a été de simplement ne pas leur permettre de venir sur le sol australien ou, s'ils y parvenaient, de les envoyer immédiatement dans un autre pays pour que leur demande d'asile y soit étudiée, évidemment, dans le cadre légal, avec des garanties de droit, comme l'a très bien expliqué Maître Berger. Donc moi, au-delà des aspects juridiques et des questions juridiques qui peuvent se soulever, je crois qu'il y a un enjeu politique majeur, qui est que les Britanniques, les Européens en général, sont très inquiets face à la submersion migratoire que nous subissons depuis des années déjà, et que c'est un outil parmi d'autres. Il y en a d'autres, il en faut d'autres, mais cette capacité à nouer des partenariats avec des pays tiers pour y envoyer des demandeurs d'asile dans des centres gérés par le Royaume-Uni, payés par le Royaume-Uni, donc ils ne sont pas envoyés dans des prisons au Rwanda, il faut quand même raison garder par rapport aux allégations de la gauche. Ça me paraît tout à fait légitime et même souhaitable, et je pense que c'est le type d'accord qu'il faut absolument multiplier, et que c'est un outil dans l'arsenal de maîtrise de nos frontières et de notre immigration. On va y revenir dans un instant. Ligne droite. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable. La table ronde. Maître Vincent Berger, vous nous disiez que la CEDH n'est pas un terrible carcan, en tout cas pas celui qu'on s'imagine en France. Malgré tout, on voit que les États cherchent à avoir recours à des méthodes de contournement justement de toutes les lois imposées par cette CEDH. Alors est-ce que c'est pas le signe criant justement que la loi européenne en matière d'immigration ne satisfait plus, ou en tout cas pas assez, les pays membres ? Alors d'abord, je crois qu'il faut dire qu'il n'y a pas de loi européenne en matière d'immigration. Il y a des lois nationales, puisque dans le cadre de l'Union européenne, en tout cas, les États, pour l'instant, ne sont pas parvenus à s'entendre sur un certain nombre de choses évidentes et pourtant essentielles. Par exemple, chaque État n'a pas la même idée, la même liste des États considérés comme sûrs et vers lesquels on peut renvoyer un demandeur d'asile qui a été débouté de sa demande d'asile. Donc cette liste va être très longue pour certains États et très courte pour d'autres États. Donc sur un point aussi capital, il est très fâcheux, très, très dommageable que l'Union européenne, les États membres de l'Union européenne, ne soient pas arrivés à se mettre d'accord. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme, ce n'est pas une sorte de parlement bis dans le cadre du Conseil de l'Europe qui réunit 46 États, puisque maintenant la Russie a été expulsée de l'organisation après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et donc, cette convention, je disais donc, la CEDH n'est pas un parlement bis. Sa mission, c'est d'interpréter la convention à la lumière des cas qu'on lui présente. Et donc, elle évite en général de sortir du cadre présent qui a été conclu. Mais cela dit, elle donne, comme je l'ai dit tout à l'heure, une très grande liberté aux États. Par exemple, on l'oublie souvent, la Convention européenne des droits de l'homme, en tout cas un de ses protocoles, permet d'interner des étrangers en l'attente de leur expulsion, et pendant même une durée très longue. Évidemment sous le contrôle de la CEDH. Donc, il ne faut surtout pas imaginer que les États, comme je le répète une nouvelle fois, sont désarmés. Et moi, je suis un peu navré de voir que dans les débats en France, mais aussi dans d'autres États, on caricature en quelque sorte, consciemment ou non, volontairement ou non, les arrêts de la Cour.
on va présenter. Moi, je ne suis pas l'avocat de la CEDH, même si j'y ai travaillé avec beaucoup d'intérêt et de plaisir pendant de très nombreuses années. C'est le fait que, en tant que simple citoyen, en tant que père de famille, moi, je suis très heureux de savoir que mon pays, la France, bénéficie du contrôle, qui n'est pas si tatillon que cela, de la CEDH. Et donc, il faut surtout, à mon avis, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et bien sûr, la CEDH est une institution humaine et comme telle, elle comporte des défauts et des défaillances qu'il faut corriger. Et les États en sont parfaitement capables, s'ils le souhaitent, mais à condition d'être unanimes, de modifier la Convention. Je me souviens, dans certains débats lors d'élections présidentielles précédentes, on avait dit, voilà, il faut annuler tel article, l'article 8 par exemple, qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale. Mais tout cela, c'est tout à fait fantaisiste, puisqu'il faudra, ce qui est absolument impossible, modifier à l'unanimité la Convention. Alors certains bons esprits disent, oui, il faut dénoncer la Convention européenne des droits de l'homme. J'ai lu ça à plusieurs reprises. Alors bien sûr, c'est tout à fait possible. La France, qui n'est pas le pays des droits de l'homme, mais comme disait Badinter, le pays de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la France peut parfaitement quitter le Conseil de l'Europe et donc dénoncer la Convention européenne des droits de l'homme. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, elle devra aussi quitter l'Union européenne, puisque l'adhésion à la Convention fait partie des conditions essentielles. Pourquoi est-ce que autant d'États d'Europe centrale, tous les États d'Europe centrale et orientale, après la chute du mur de Berlin, se sont précipités à Strasbourg pour adhérer au Conseil de l'Europe et donc aussi adhérer à la Convention européenne des droits de l'homme? C'était parce qu'ils savaient que c'était la première étape avant l'adhésion à l'Union européenne. Bastien Frimet, est-ce que vous souhaiteriez réagir justement à ces explications de Maître Berger qui nous explique que la CEDH n'est pas tant le carcan qu'on nous présente? Alors oui, j'ai des points d'accord avec Maître Berger et évidemment je ne me permettrai pas de remettre en cause son expertise. Mais oui, je voudrais apporter quand même quelques nuances. Maître Berger disait que l'Union européenne n'avait pas de loi en matière d'immigration. Alors c'est vrai en ce qui concerne par exemple l'immigration de travail. En revanche, l'Union européenne est compétente pour le droit d'asile. Or, évidemment, aujourd'hui, le droit d'asile est abusé par des migrants économiques qui l'utilisent eh bien, pour venir, c'est une nouvelle filière d'immigration légale. Donc, concernant l'asile, il y a un enjeu. Or, la CEDH, par ses arrêts, par sa jurisprudence, est normative. Donc, effectivement, le Conseil de l'Europe, qui est associé, adossé à la Convention européenne des droits de l'homme, ne fait pas la loi. En revanche, la CEDH, par ses arrêts, nous impose une certaine lecture du droit. J'espère que je ne me trompe pas, Maître Berger, dans mes propos. Et il est vrai que, par exemple, la CEDH a des aspects positifs, notamment dans ce qui concerne la défense de la liberté d'expression. À ma connaissance, la CEDH est un très bon outil pour protéger la liberté d'expression des citoyens, par exemple. En revanche, concernant l'immigration, c'est vrai que je suis un peu plus dubitatif. Je me souviens, par exemple, qu'il y a quelques années, la France avait déchu de sa nationalité un terroriste d'origine algérienne et que la CEDH en avait empêché l'expulsion au motif que cet Algérien, ce djihadiste, ce terroriste, risquait des traitements dégradants dans son pays d'origine. Donc, il y a quand même un contrôle, alors qui n'est évidemment pas total, mais il y a une forme de contrôle de la politique migratoire des États membres de la CEDH et aussi membres de l'Union, puisque l'Union, effectivement, respecte les arrêts et la jurisprudence de la CEDH dans sa législation. Vous avez sans doute entendu parler du fait que le Parlement européen a voté le pacte asile et migration très récemment, il y a à peine 3 semaines, ce me semble. Et évidemment, dans la préparation et dans la législation du pacte asile et migration, les arrêts de la CEDH sont considérés pour établir le droit européen. Alors effectivement, il y a quand même des libertés reconnues aux États. Maître Berger a raison. Par exemple, la CEDH impose le respect du principe de non-refoulement
qui est issu de la Convention de Genève. Et ce principe de non-refoulement est intégré au nouveau pacte asile et migration voté par l'Union. Et il était déjà évidemment dans sa législation précédente. C'est le principe de non-refoulement est un. Bon, personnellement, je pense qu'il faut revenir dessus naturellement, et c'est également l'avis du Parti Reconquête. Mais en tout cas, dans la législation européenne actuelle, le principe de non-refoulement est sacralisé par les textes. Néanmoins, la Cour européenne des droits de l'homme a autorisé le refoulement de migrants dans certains cas, dans des arrêts prononcés contre l'Espagne, qui avait refoulé des migrants dans ses enclaves de Ceuta et Melilla, en considérant que ce refoulement était justifié parce que les migrants étaient, alors je sais plus les termes précis en tête, mais que leur arrivée sur le territoire européen s'était faite de manière agressive et violente, et que donc dans ce cas-là, les États étaient fondés à les refouler. Donc voilà, c'est évidemment pas tout blanc ou noir, mais l'enjeu en fait de la CEDH et de sa capacité normative, notamment en matière d'immigration, est que comme la CEDH, la convention peut être interprétée, il y a évidemment un risque de dérive que l'on peut observer dans certains cas, qui est celui du gouvernement des juges. Après, là où il faut rester objectif, et que ce n'est pas spécifique à la CEDH. On le voit évidemment avec Laurent Fabius et la Cour constitutionnelle en France. Donc voilà, c'est pas spécifique à la CEDH. Je pense qu'il faut faire la part des choses. En tout cas, alors je suis assez surpris, Maître, lorsque vous dites que dénoncer la CEDH nous imposerait de quitter l'Union européenne, puisqu'à ma connaissance, ce n'est pas le cas. Alors effectivement, il y a c'est peut-être un prérequis pour l'adhésion, mais il n'y a pas de lien organique entre les deux. Et j'avais cru lire des analyses juridiques qui établissaient que l'on pouvait quitter la CEDH sans remettre en cause l'appartenance à l'Union. Donc si vous pouviez peut-être développer un peu, ça m'intéresse. Maître Vincent Berger. Voilà. Alors oui, le traité de Lisbonne a prévu que l'Union européenne devait adhérer à la Convention européenne des droits de l'homme. Mais ce n'est pas le cas. C'est toujours en discussion, voilà. Mais ce n'est pas le cas. Il y a des travaux qui sont en cours depuis pas mal d'années, puisqu'il y avait de très fortes réticences de la Cour de justice de l'Union européenne. Bien sûr. Il y a plus d'une dizaine d'années. Et donc... alors, c'est un chantier très difficile, puisque certains États traînent des pieds, il faut bien le reconnaître. Mais ce que je voulais dire, c'est que la Cour de justice de l'Union européenne, dans sa jurisprudence, mais aussi les autres institutions de l'Union, reconnaissent que la Convention fait partie, au titre des principes généraux du droit, du droit de l'Union. Et donc, un État qui va se soustraire au contrôle de la Convention européenne des droits de l'homme et donc de celui de la Cour de Strasbourg, va nécessairement se retrancher, s'écarter de l'Union européenne. Donc je ne vois mal un pays comme la France ou un autre qui, je le répète, est parfaitement libre de dénoncer la Convention européenne des droits de l'homme, mais la sanction ultime sera nécessairement le retrait de l'Union européenne. Si je peux ajouter juste un mot aussi sur l'immigration, il y a un des grands malentendus qu'on voit fréquemment, c'est concernant le regroupement familial. La Cour européenne des droits de l'homme n'a jamais imposé aux États le regroupement familial. Elle a simplement dit, dans certains cas, il y avait des mesures qui n'étaient pas conformes au droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 de la Convention. Et c'est tout à fait différent. Bastien Frima voulait réagir ? Oui, alors moi, évidemment, j'ai un point de vue qui est plus politique que le vôtre, Maître. Mon opinion est que si un État, si par exemple la France devait quitter la CEDH, qui remettrait en cause son appartenance à l'UE? Qui expulserait la France de l'Union européenne? Dans les faits, je ne vois pas cela arriver. Alors c'est une pure hypothèse d'école, mais moi je vois ça très clairement. Si un État dénonçait la Convention européenne des droits de l'homme, donc s'exclurait du Conseil de l'Europe, j'imagine que les autres États membres de l'Union européenne diraient, sur un point capital de la conception du droit, des droits fondamentaux dans l'Union européenne, vous êtes en désaccord, donc votre place ne peut plus être dans le cadre de l'Union. À ce titre, ce serait donc grâce à l'article 7 du traité sur l'Union européenne, si je ne m'abuse, qui est celui du respect de l'état de droit, celui grâce auquel la Commission a attaqué notamment au cours des dernières années la Pologne et la Hongrie.
mais l'article 7 ne permet pas, je crois, l'expulsion d'un membre de l'Union, seulement la suspension de ses droits de vote au sein du Conseil européen. Peut-être que vous... Alors, vous moi, pouvez... je ne suis pas un expert en droit de l'Union, mais j'imagine que cette suspension équivaudrait en fait à une mise à l'écart du pays, puisqu'il n'aurait plus voix au chapitre. Et que des décisions seraient prises à son égard qui pourraient aller à l'encontre de ses intérêts fondamentaux. Alors, effectivement, c'est l'objectif de l'article 7 du traité sur l'Union européenne. La mise au banc, en fait. Mais là encore, je raisonne en politique. La submersion migratoire est telle qu'aujourd'hui, plusieurs États voudraient pouvoir se doter des moyens d'y faire face. Si la Convention européenne des droits de l'homme devait les en empêcher et qu'un grand pays de l'Union, mais aussi un grand pays de par son histoire, de par son rayonnement, un grand pays comme la France devait dénoncer la Convention européenne des droits de l'homme, je ne doute pas du fait que d'autres pays lui emboîteraient le pas. Et pour aller au bout de l'article 7 TUE qui mettrait effectivement un pays au banc du Conseil européen et le priverait de ses droits de vote, il faut l'unanimité. Et donc, j'imagine, encore une fois, en politique, que si la France devait dénoncer la CEDH, il y aurait bien d'autres États de l'Union européenne, soit pour la suivre, soit pour ne pas l'en blâmer, et donc ne pas la priver de sa participation au Conseil européen. Et à ce compte-là, il n'y aurait pas de conséquences. Maître Vincent Berger, on va poursuivre un peu, si vous le permettez, messieurs. On va sortir de ces digressions juridiques pour revenir à notre sujet de façon plus ciblée. Accepter la délocalisation de la gestion de ces demandes d'asile, n'est-ce pas une sorte de déresponsabilisation de la part de nos États finalement? Est-ce que ça ne serait pas une façon de reléguer bien loin les problèmes qui viennent nous perturber? Alors, ce n'est pas mon sentiment. Je crois que la Cour, les États, de toute façon, dans bien des domaines, sous-traitent des choses, sous-traitent des activités à d'autres États ou à d'autres organisations, et que le fait que ce soit un sous-traitement, j'allais dire, délocalisé ou territorial, ne change pas la nature de... L'État conserve son pouvoir régalien, ce qui est tout à fait naturel, et donc je ne vois pas de difficulté à cet égard-là. Oui. Bastien Frimat, l'État serait toujours aussi impliqué Bon, je suis tout à fait d'accord avec Maître Berger. Ce genre de camp tel qu'il a pu en exister et tel que nous espérons il en existera à l'avenir, et notamment cette expérience du Royaume-Uni avec le Rwanda est très intéressante à ce titre. Ces camps sont gérés par les pays européens partenaires. Alors, ils sont géographiquement dans un pays tiers, en l'occurrence avec le Royaume-Uni, c'est le Rwanda, mais ils sont gérés par des Européens, financés par des Européens. Le droit européen en matière d'asile s'y applique, et la question, c'est simplement la question est si le demandeur d'asile est débouté du droit d'asile, qu'il ne puisse pas être en Europe pour en faciliter le retour dans son pays d'origine. En fait, le sujet, c'est qu'une fois qu'un migrant, qu'il soit clandestin ou débuté du droit d'asile, est sur le sol européen, il devient très compliqué de l'expulser à cause du corset de la religion des droits de l'homme, de la charte européenne des droits fondamentaux, aussi de certains arrêts de la Convention européenne de la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc, les camps externalisés, effectivement, sont gérés par les Européens, mais le sujet, c'est qu'ils ne soient pas géographiquement, physiquement, sur le sol européen. Alors, je vais finir par une question assez triviale. Philippe de Brucker, professeur de droit de l'asile et de l'immigration à l'Université libre de Bruxelles, explique que cette délocalisation pourrait coûter plus cher, puisque, donc je le cite, il va falloir construire un camp en Albanie aux frais de l'Italie, en parlant du cas italien, le gérer, transférer du personnel, organiser évidemment l'aide juridique pour les demandeurs d'asile sur place. Est-ce que cet argument économique, vous l'entendez, Bastien Frimat, et je vous demande de répondre en 1 minute à peu près pour laisser la parole une dernière fois à Maître Berger suite à cela? Non, moi pas du tout. La question économique me semble extrêmement secondaire à ce sujet. Peut-être que ça coûterait cher de financer un camp et de financer toutes les personnes qui auraient à s'en occuper pour s'occuper des demandeurs d'asile. En revanche, le fait de laisser rentrer
des millions, puisqu'on parle de millions, hein, depuis 2013, il y a 8 millions de demandeurs d'asile qui ont introduit, enfin 8 millions de migrants qui ont introduit une première demande d'asile sur le sol européen. Donc c'est l'équivalent, c'est plus que le Danemark, vous voyez, c'est quasiment la population d'Autriche, hein, c'est délirant. Ça aussi, ça a un coût. En fait, laisser entrer sur notre sol des millions de personnes dont on sait qu'elles ne pourront pas être expulsées, certaines obtiendront l'asile, certaines pas, mais en tout cas aucune ne sera expulsée, ça a un coût. Et au-delà du coût économique, ça a évidemment un coût sécuritaire, c'est un coût culturel. On sait que parmi les migrants se cachent des terroristes. On l'a vu, on l'a constaté, notamment lors des attentats du 13 novembre. On sait que, eh bien, on a des exemples, hein, des migrants, des demandeurs d'asile, des clandestins qui se rendent coupables de viols atroces, qui se rendent coupables de meurtres. Donc ça aussi, ça a un coût. C'est un coût qui est infiniment plus important et plus sérieux qu'un simple coût financier. Maître Vincent Berger. Alors, sans répondre à votre question triviale, comme vous dites, juste un mot concernant le Royaume-Uni. La quasi-totalité des personnes qui ont traversé la Manche donc, viennent de France ou quelques-unes de Belgique. Donc des pays où ces personnes auraient parfaitement pu présenter une demande d'asile. Ouais. Donc, à mon avis, ce simple fait justifie amplement la nouvelle politique du Royaume-Uni. Écoutez, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été parmi nous et de nous avoir laissé profiter de cet échange très intéressant et instructif. Bastien Frima, je rappelle que vous êtes collaborateur parlementaire de l'eurodéputé ECR Nicolas Bay. Quant à vous, Maître Berger, vous êtes avocat spécialiste en droit européen et international, expert de la CEDH où vous avez travaillé pendant des années. Merci beaucoup à tous les deux et à très bientôt.